Salut tout le monde! Aujourd'hui, on plonge tête première dans une œuvre, disons, complètement hors du commun. On va décortiquer ensemble un chef-d'œuvre philosophique inachevé de Jacques Derrida. C'est un texte qui défie carrément les lois de la lecture et de la pensée telles qu'on les connaît. On va explorer ça en détail pour voir le langage, l'écriture et même l'objet que le livre sous un jour totalement nouveau. Au menu pour notre décryptage, d'abord le mystère des deux colonnes. Ensuite, la déconstruction du livre, suivie de Condillac et l'art de parler. On va enchaîner avec la lutte entre philosophie et rhétorique, l'irruption fracassante de la psychanalyse, et on va terminer tout ça avec le sens du calcul. Allez, on commence. Section 1, le mystère des deux colonnes. Plongeons tout de suite dans cet étrange manuscrit. Regardez bien cet objet. C'est le fameux ouvrage « Le calcul des langues », publié de façon posthume en 2020, donc bien après le décès de l'auteur. Et ce qui saute aux yeux en premier, c'est que c'est un livre abandonné en plein milieu de sa rédaction. Mais, attention, on n'a pas du tout à faire un simple brouillon griffonné sur le coin d'une table. C'est en fait une expérience d'écriture hyper ambitieuse. En quelque sorte, c'est le petit frère d'un autre monument de Derrida qui s'appelle Glace. Mais ce texte-là a vraiment sa propre personnalité, surtout quand on regarde comment il a été fabriqué physiquement. Et là, le détail qui tue, c'est ce sous-titre étrange, distil. Distil. C'est un vieux terme d'architecture qui désigne un porche avec très exactement deux colonnes. Eh bien, croyez-le ou non, c'est littéralement la façon dont Derrida a bâti son manuscrit. Il n'a pas juste rempli des pages de gauche à droite, comme on le fait d'habitude, il a carrément érigé une architecture de mots. Pour bien comprendre, il faut s'imaginer Derrida chez lui, devant sa petite machine à écrire manuelle Olivetti. Un vrai travail d'artisan. En gros, il tapait d'abord une première colonne à gauche en s'inspirant d'un séminaire qu'il donnait sur un philosophe nommé Condillac. Et là, une fois arrivé en bas de la page, hop, il rembobinait méticuleusement son rouleau de papier, déplaçait le chariot et il commençait une deuxième colonne à droite. Mais cette colonne de droite n'était pas là par hasard. Elle gardait toujours un œil sur la colonne de gauche pour la confirmer, la contredire ou même l'interrompre en plein milieu. C'est ce qu'on appelle une lecture stéréographique. Deux textes qui s'observent et qui se répondent en permanence. Section 2. La déconstruction du livre. Voyons comment cette drôle de forme remet en question la lecture elle-même. Ces premières pages nous montrent que le coup des deux colonnes, ce n'est vraiment pas juste un gadget visuel pour faire beau. C'est le cœur même du propos. En imposant cette mise en page éclatée, Derrida attaque de front l'idée qu'on se fait d'un livre traditionnel. Vous savez, le bon vieux format avec un début clair, un milieu, une fin et de belles marges bien sages. Oubliez ça. Ici, l'objet physique est bousculé et la disposition des mots devient elle-même une matière active de réflexion. Cette fameuse citation résume parfaitement la situation. La fin du livre et le début de l'écriture. Le but de cette gymnastique visuelle, c'est de faire éclater le cadre fermé du livre. En nous obligeant à sauter sans cesse d'une colonne à l'autre, Derrida fait exploser le sens. On ne suit plus une autoroute toute tracée. On se perd dans un jeu infini où un mot nous renvoie à un autre. C'est assumé, c'est désorientant, mais c'est surtout incroyablement libérateur. Ce qui nous amène à la section 3, Condillac et l'art de parler. C'est l'art de rencontrer le philosophe derrière tout ça. Pour saisir l'essence de ce manuscrit, il faut comprendre le fameux philosophe du 18e siècle dont il est question, Étienne Bonneau de Condillac. Ce dernier avait élaboré un plan de match pédagogique très strict pour son élève, le prince de Parme. Son idée, c'était que l'esprit humain évolue selon un ordre historique immuable. D'abord, on s'occupe de la base, la survie et les besoins primaires. Une fois qu'on a le ventre plein, là on développe le goût, l'esthétique pour les belles choses. Et c'est seulement à la toute fin du parcours qu'on est capable d'atteindre la spéculation philosophique abstraite. Mais le véritable coup de génie de Condillac, et c'est exactement ce qui a captivé Derrida, c'est son audace. Il affirme sans flancher que l'art de penser, l'art de raisonner et l'art d'écrire, eh bien tout ça se réduit à un seul et unique noyau, l'art de parler. Il prend la métaphysique et la logique de son époque et il transforme tout ça en un immense système de signes. Pour lui, tout, absolument tout, c'est du langage. On passe à la section 4, philosophie contre rhétorique. C'est là que les choses se corsent un peu. Là où finit la grammaire, est-ce là que commence la rhétorique? C'est la grande question, le conflit central de l'époque. La grammaire, on la voit comme le domaine de la raison, avec des règles intelligibles et rassurantes. Mais la rhétorique, cet art de persuader, de jouer avec les émotions et les métaphores, est-ce que cette zone sauvage commence pile au moment où les règles grammaticales prennent le bord? Il faut savoir que Condillac détestait profondément le désordre. Pour garder le contrôle sur ce langage sauvage, il sortait son arme secrète, ce que Derrida appelle la ruse suprême, l'analogie. Selon Condillac, l'analogie permet de tout ramener à l'ordre et à la ressemblance. C'est un filet de sécurité infaillible. Sauf que Derrida, avec son système à deux colonnes, prend un malin plaisir à trouver les trous dans ce filet.
Il veut démontrer que les signes sont rebelles, qu'ils s'échappent et se multiplient, peu importe à quel point Condillac essaie de les garder en laisse. Section 5. L'irruption de la psychanalyse. C'est ici qu'un invité surprise vient tout bousculer. Pour briser ce bel ordre des analogies, Derrida fait débarquer Sigmund Freud dans le texte, et de manière plutôt fracassante. Il utilise cette citation merveilleuse « Ce n'est pas un péché de boiter ». Quelle image forte! Freud est amené ici pour nous rappeler que la science et la pensée ne marchent pas toujours en ligne droite. Parfois, la réflexion tréguche, elle hésite, elle avance avec une démarche boiteuse. Et ce n'est pas grave du tout. L'idée géniale, c'est d'introduire avec Freud la logique de la digression. Pour Condillac, si on fait un détour, il faut absolument revenir à son point de départ pour que la boucle logique soit parfaite. Mais avec Freud, Derrida explore l'idée d'un détour sans aucun retour possible, un vrai égarement. D'ailleurs, ça se reflète physiquement dans son manuscrit. Vers la fin du texte, la fameuse colonne de droite se met à divaguer toute seule sur plusieurs pages sans que la colonne de gauche ne lui réponde. Le livre entier devient une immense digression. Et enfin, section 6, le sens du calcul. On va voir que la philosophie, c'est aussi très corporel. On arrive enfin au secret du titre, le calcul des langues. On parle ici de nos doigts, plus précisément de nos phalanges. Derrida souligne que pour Condillac, le sens du toucher est absolument central. Nos phalanges sont littéralement des petites colonnes articulées qui ont la capacité de se toucher elles-mêmes. Ce sont nos premiers instruments pour ressentir les choses, mais aussi pour calculer et objectiver le monde qui nous entoure. On se retrouve donc avec un contraste magnifique, mais aussi une union parfaite entre la main et la bouche. La main, c'est l'organe roi du toucher, celui qui capte la sensation phénoménologique pure et brute. Et la bouche, c'est le royaume de la voix, de la création des mots et des signes. Ce sont les deux extrémités de notre corps qui travaillent ensemble pour faire le pont entre ce qu'on ressent physiquement et le langage qu'on utilise. Donc, le calcul des langues, ce n'est pas une banale équation mathématique. C'est l'articulation originelle même. C'est cette connexion intime, inséparable entre notre corps qui ressent et notre capacité à transformer ces sensations en langage. Mettre le doigt sur cette articulation fondamentale, c'était vraiment l'objectif ultime de Derrida en décortiquant Condillac juste avant que ce manuscrit fascinant ne soit abruptement abandonné en plein vol. Ce qui nous laisse sur une série de questions assez vertigineuses posées par Derrida lui-même. C'est quoi au juste ce désir de faire des détours? Est-ce qu'il y a des digressions dont on ne revient tout simplement jamais? C'est fou de penser que certaines pensées inachevées, laissées à l'état de brouillon majestueux, en disent parfois bien plus long sur nous que des théories parfaitement terminées. Cette œuvre nous donne presque l'irrésistible envie de poursuivre la réflexion nous-mêmes. Merci d'avoir suivi cette exploration aujourd'hui. On laisse ces grandes questions ouvertes et à la prochaine.